La destruction du navire se fait sous son propre poids, puisque quand il ne retombe pas sur de l'eau, et donc il se casse en deux. Dans cet épisode, vous allez découvrir la guerre des mines. Et s'il n'a pas explosé là, il y a de grandes chances qu'il n'explose pas de lui-même. Et qu'il faudra qu'on l'aide un petit peu, ce qu'on fait généralement très bien. On place une charge à proximité, on s'éloigne, et puis on met à feu, et puis on continue notre passage. Le capitaine de frégate Jérôme Pernaut commande l'école de plongée de la Marine nationale. C'est l'école qui forme les plongeurs démineurs au déminage subaquatique, mais pas seulement. Et donc il fallait d'urgence aller récupérer les corps et récupérer la boîte noire de l'hélicoptère, récupérer la carlingue de l'hélicoptère. Mais j'avais peur de réaliser que tous les moments exaltants de ma carrière de militaire seraient forcément liés à un moment dramatique. Commandant, merci de me recevoir à l'école de plongée de la Marine nationale. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît ? Oui, bonjour Alexis. Eh bien, je suis heureux de vous accueillir effectivement à l'école de plongée de la Marine nationale. Je suis le capitaine de frégate Jérôme Pernaut, son commandant. C'est ma première année de commandement de l'école de plongée, mais j'ai une histoire assez proche avec l'école de plongée, puisque je suis moi-même plongeur démineur, donc formé dans cette école en 2003 d'abord au cours plongeur de bord, puis en 2004 et 2005 pour le cours plongeur démineur. Et j'en ai été aussi le commandant en second de 2017 à 2021. Alors, première question, qui n'était pas dans celle que je vous avais donnée. Qu'est-ce que c'est la guerre des mines ? Eh bien, la guerre des mines, en fait, ce sont les opérations qui consistent à repérer, identifier, neutraliser ou contreminer les engins explosifs qui seraient là pour nous empêcher soit de sortir de nos ports d'intérêt, soit d'accéder à des zones où on voudrait faire une intervention militaire. Et pourquoi est-ce qu'on se bat avec des mines ? Alors, on se bat contre les mines pour nous, qui sommes des plongeurs démineurs. Et les nations, et notamment tous ceux qui ont envie de conquérir les mers, utilisent la mine, car c'est un outil très efficace pour interdire les navigations. Et c'est un outil d'autant plus efficace qu'il est peu coûteux. Et donc, ça donne une force assez importante à toute nation qui souhaiterait avoir des velléités sur un détroit, une mer, un accès à un port, à des coûts qui restent très faibles. Est-ce qu'il y a des types de mines génériques ? C'est-à-dire, je ne sais pas, au fil du temps, on a changé de technologie, ou est-ce que même aujourd'hui, il y a plusieurs types de mines différentes ? Alors, il y a plusieurs types de mines différentes. Dans leur conception, elles n'ont pas vraiment changé. Dans leur technologie, elles ont changé. Dans leur conception, on a, je dirais, trois types de mines. On a une mine de fond qui est plutôt destinée à sécuriser, ou en tous les cas empêcher les navires au loin, c'est-à-dire au large des côtes. Donc on est plutôt sur des fonds entre 50 et 100 mètres de profondeur, et avec des charges très importantes qui vont avoir un effet de bulle et d'onde de choc, et qui vont avoir cette action de soulever le bateau au moment de l'onde de choc et de créer un vide d'eau grâce au volume de l'explosion sous le bateau. Et en fait, la destruction du navire se fait sous son propre poids, puisque quand il ne retombe pas sur de l'eau, et donc il se casse en deux. Ça, c'est le premier type de mine, premier type de fonctionnement et les premières actions. Et ensuite, vous avez la deuxième type de mine, c'est la mine, ce qu'on appelle la mine à Orin. C'est celle qu'on a un peu tous dans l'inconscient collectif, que l'on voit dans les dessins animés, cette espèce de boule avec plein de pics, qui est relié par le fond par un câble et un crapaud qui a un poids. Ce qu'on appelle le crapaud, c'est le poids qui est au fond, parce que cette sphère, elle est pleine d'air en fait, et elle est à une flottabilité positive, elle est retenue à une immersion donnée par ce câble et ce poids qui est sur le fond. Il y a la moitié d'air et l'autre moitié, c'est de l'explosif. Et cette mine-là, elle est plutôt destinée à exploser au contact, un peu comme une torpille, et donc de faire un trou dans la coque quand le bateau arrive, et donc de provoquer une voie d'eau, et donc d'interdire ou d'empêcher le bateau de continuer sa course. On retrouve plutôt ces mines-là dans les fonds entre 50 et 10 mètres de fond. Et ensuite, vous avez les mines plutôt sur les very shallow water, donc les eaux très peu profondes. Donc c'est des mines que l'on va retrouver entre 10 mètres et la surface, et qui sont des mines plutôt anti-débarquement, avec des fonctionnements assez simples. Ça ressemble un peu, c'est un mix entre la mine à Orin
de contact, et la mine de fond parce qu'elles sont posées sur le fond parce qu'il y a très peu de fond. On a ces 3 types de mines. Et donc ensuite, les technologies. Pourquoi ? Parce que les principes de fonctionnement sont définis par type de mine. Donc les mines de fond, elles ont un fonctionnement acoustique, magnétique, des fois combiné. Donc elles vont se déclencher soit à la déformation du champ magnétique au passage d'un bateau en fer, puisqu'elles vont se caler sur le champ magnétique ambiant, et quand un bateau en fer va passer, il va dévier ce champ magnétique, un peu comme vous approchez une boussole d'une masse ferreuse, l'aiguille va se décaler, et c'est exactement ce que fait le bateau vis-à-vis de la mine. Il va décaler cette aiguille, et cette aiguille va toucher un contact, bien sûr je simplifie, je schématise, mais va toucher un contact et va mettre à feu la mine. Vous avez des mines qui ont des petits écouteurs acoustiques, et donc qui va écouter le bruit généré par les hélices et les moteurs du bateau, puisque les machines des bateaux sont généralement sous la ligne de flottaison, puisque c'est plus pratique pour la ligne d'arbre après, il y a moins d'engrenages, et donc rayonnent du bruit dans les fonds. Et donc les mines vont réagir au bruit que font les bateaux, et donc se déclencher. Pareil, vous avez un hydrophone qui va créer une petite vibration, donc un signal électrique, et donc déclencher la mine. Et ensuite, vous avez des mines combinées qui vont combiner ce champ magnétique et cette acoustique pour se déclencher. C'est-à-dire qu'on ne veut pas viser le petit bateau de plaisance, on veut viser le gros bateau qui va déformer le champ magnétique, mais en plus qui fait du bruit. Donc il faut une combinaison de ces 2 facteurs pour se déclencher. Il y a aussi dedans des petites technologies, 2 compteurs de navires, généralement sur un convoi, ce qu'on appelle l'HVU, donc la High Value Unit. Donc High Value Unit, l'unité précieuse est au milieu du convoi. Donc on ne va pas faire exploser la mine sur le premier passage, ni le deuxième, ni le troisième, mais le renseignement dit que c'est le 4e. Donc on va mettre un compteur de navire, et au premier déclenchement, ça n'explose pas, deuxième non plus, mais on va déclencher au 3e pour être sûr de viser son objectif. Ça, c'est le fonctionnement général des mines de fond. Et ensuite, pour les mines à Orin, vous avez plusieurs types de fonctionnement. Vous avez au contact, donc vous avez une corne en plomb. Au moment du choc, la corne en plomb se plie. À l'intérieur, vous avez une ampoule de verre qui vient se casser, libérer un électrolyte qui va faire contact et donc autoriser le passage du courant, déclencher la mine. Vous avez aussi des contacts tout simples, c'est-à-dire comme un interrupteur, jour-nuit. Et ça, c'est plutôt les mines françaises qui étaient comme ça, de la marque Breguet. Pour les mines anti-débarquement, c'est généralement de la pression ou du contact, c'est-à-dire un interrupteur, j'appuie et on s'approche beaucoup de la mine anti-char, même si c'est des mines marines anti-débarquement. Les mines, aujourd'hui, n'ont pas vraiment évolué dans leur mission, c'est-à-dire j'ai de la mine de fond, de la mine à Orin de contact et de la mine anti-débarquement. Par contre, elles ont énormément évolué en technologie. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, du gendarme et du voleur, du trafiquant et du policier. À chaque fois qu'un trafiquant ou qu'un État ou qu'un manufacturier invente un système de mine avec soit un revêtement indétectable, soit un système de mise de feu un peu performant ou des pièges anti-relèvement, on invente une solution pour la contrer, et donc lui va faire évoluer aussi son système. C'est-à-dire qu'avant, les mines étaient en métal, donc il suffisait d'un coup de sonar pour avoir un éclat métallique sur notre écran sonar. Aujourd'hui, les revêtements des mines sont plutôt en plastique, ça ressemble à des rochers, c'est très difficile de les distinguer sur le fond, et donc nous, on doit développer des capacités pour pouvoir détecter ce type de mine. Alors justement, comment ça se passe en déminage ? Alors, il n'y a pas de déminage sans mine, on est bien d'accord. Oui. Donc avant de commencer par le déminage, il faut d'abord chercher. Et c'est en ça que la guerre des mines est des fois un peu ingrate, c'est que c'est quelque chose qui se fait dans le temps long. Or, en fonction des opérations que l'on a, on n'a pas tout ce temps. Donc le concept que nous, on utilise, c'est un concept de surveillance. C'est-à-dire que l'on va surveiller nos fonds et avoir une connaissance très accrue de tous les fonds qui sont à proximité de nos centres d'intérêt. Et donc, ce qui nous permet de travailler assez rapidement sur le changement. En gros, si un objet n'est pas là alors qu'on est passé hier et qu'il est là aujourd'hui, c'est que quelqu'un l'a mis entre hier et aujourd'hui. Donc, c'est un peu notre manière de travailler. Notre manière de travailler, elle se base essentiellement sur la connaissance de nos fonds. Et là, on travaille dans la guerre des mines, aussi avec le CHOM, avec toutes les connaissances qu'ils peuvent avoir sur la cartographie des fonds.
et notre centre de données de guerre des mines qui va enregistrer tous les passages sonars que l'on a fait depuis que l'on a des chasseurs de mines et qui va enregistrer toutes les données que l'on a pu emmagasiner depuis qu'on fait de la guerre des mines dans la marine. Et donc ça nous permet d'avoir une connaissance très fine de nos fonds, ou même des fonds qui ne sont pas dans nos eaux territoriales, mais sur des passages importants, et on profite de toute coopération pour pouvoir cartographier nos fonds. Et donc le déminage se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on va repérer un objet qui n'était pas là avant, et ensuite on va essayer de le classifier dans un premier temps. Classifier, c'est est-ce que c'est un objet intéressant pour nous ou pas un objet intéressant? Parce que sur le fond, on trouve énormément de choses, des frigos, des voitures, malheureusement. Ça ressemble à des mines, puisque ça a une forme métallique, ça a été fait par la main de l'homme, mais ce n'est pas nécessairement des mines. Et donc là, c'est nos détecteurs anti-sous-marins spécialistes de la guerre des mines qui sont derrière les écrans sonars et qui vont apporter une classification à un objet découvert sous l'eau. Donc d'abord, il est classifié avec un indice de confiance. Et quand cet indice de confiance est haut, eh ben, on va identifier. Et l'identification, elle se fait automatiquement jusqu'à aujourd'hui par l'intermédiaire de l'œil humain. Il n'y a pas d'identification qui sont faites par un drone ou un sonar jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a l'avènement de l'intelligence artificielle. Et en fait, demain, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour identifier des échosonars qui seraient classifiés aussi par l'intelligence artificielle. Ça, je le conçois bien. En revanche, sur le drone, pour moi, un drone pourrait avoir une caméra et donc remplacer un... Est-ce que un drone avec une caméra, vous le considérez comme l'œil humain? Oui. Parce que c'est d'accord. L'œil humain, ça se fait soit en direct par plongeur, soit à travers une caméra. Très bien. J'allais y venir. mais c'est parfait, on anticipe. La problématique du drone, c'est que l'œil humain intervient a posteriori. C'est-à-dire qu'il faut exploiter les roches vidéo pour savoir si à tel moment il y a bien une mine. Ce qu'on utilise sur les chasseurs de mines aujourd'hui, ou ce qu'on utilise avec les groupes de plongeurs démineurs, sont plutôt des ROV, donc avec un ombilical, qui aujourd'hui sont reliés directement à la surface. Donc au moment où le ROV est au contact de l'objet qu'on a classifié mine possible, eh ben on peut dire si c'est une mine ou pas une mine. Et à ce moment-là, on arrive sur l'intervention de déminage. Et donc l'intervention de déminage, comment ça se passe? Tout dépend de l'objet. Soit c'est un objet historique, et à ce moment-là, c'est assez simple. C'est assez simple parce qu'on considère aujourd'hui, avec toute la prudence que l'on met dans toutes nos actions, qu'après le temps passé sous l'eau, les systèmes de mise de feu et de détection sont obsolètes. Les batteries sont déchargées, il y a beaucoup de corrosion. Par contre, ce qui est clair, c'est que la masse active d'explosifs est toujours un potentiel danger. Donc, on peut s'approcher, on peut toucher, on peut identifier, mais on ne guingasse pas, en tous les cas, avec des hommes à proximité de l'objet. Et ensuite, on regarde où cet objet est. Je parle bien de mine historique. Soit il est dans un endroit où on peut contreminer sur place, et à ce moment-là, le préfet maritime nous donne l'autorisation de le contreminer sur place, qui est rare en général. Soit le préfet maritime choisit de déplacer l'objet pour le mettre au large. Il y a plusieurs avantages à déplacer l'objet au large. Le premier, c'est que quand un objet est sur le fond, on ne connaît pas ce qu'il y a sous le fond. Peut-être qu'il est tout seul, mais peut-être que 5 ou 6 mètres dessous, il y a d'autres objets de la même famille qui sont là. Et au moment où on va mettre à feu la mine, eh ben on risque par sympathie d'exploser d'autres mines et donc de créer une explosion qui est beaucoup plus forte que celle qu'on a prévue. Et donc nos rayons de sécurité risquent de ne pas être adaptés à ce qu'on a prévu. Mais en général, le renseignement nous aide beaucoup. Les champs de mines, on a plutôt posé des mines les unes après les autres plutôt que des mines les unes sur les autres. Donc en général, on est... Mais il y a ça, il y a aussi les veines rocheuses qui peuvent transmettre l'onde de choc dans les villes, les habitations ou les infrastructures portuaires et donc qui peuvent créer des dégâts que l'on aurait du mal à maîtriser. Donc c'est toujours mieux de contreminer un engin explosif en pleine eau. En pleine eau, comme ça évite la propagation d'ondes de choc sur les côtes. Et pour vous, ça rajoute un degré de danger minime par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait qu'a priori les systèmes sont HS et que nous, ça nous rajoute une contrainte, c'est qu'il faut qu'on déplace à distance, tout le temps. Donc dès qu'on va manipuler l'engin, ça sera toujours à distance. Donc ça nous rajoute 1 à 2 opérations supplémentaires, voire un peu plus, pour faire le déplacement à distance. Pour faire un déplacement à distance, il faut qu'on vienne accrocher une espèce de parachute à cet engin.
qui va être relié à un tuyau d'air qui, lui, sera suffisamment long pour qu'on puisse gonfler à distance ce parachute. Donc, l'opération d'accrocher le parachute à la mine, pour nous, est un moment un peu dangereux, parce que c'est un moment où on va être au contact de la mine. Ensuite, quand on va gonfler à distance le parachute, la mine va bouger et va se déplacer. Et là, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un percuteur ou quelque chose, un système mécanique pour le coup. Et c'est vrai sur les bombes, parce qu'on parle des mines, mais sous l'eau, on trouve aussi des bombes qui ont raté leur cible. Et les bombes, elles ont des systèmes de mise de feu, souvent avec un petit ressort et un percuteur. Et donc, si tout ça est bien étanche, ça peut être encore, capable de mettre à feu la bombe. Et donc, il y a cette phase de déplacement qui est un peu cruciale, parce qu'on n'est pas encore tout à fait en plein eau. Donc, les quelques mètres, vraiment le début du déplacement, pour nous, c'est un instant fatidique. Parce qu'on est encore près des veines rocheuses, près du sol, et donc on peut avoir un souci à ce moment-là. Une fois que l'engin est en cours de remontée et qu'il arrive en surface, là, pour nous, c'est presque gagné, parce que ça veut dire que déjà, il a été modifié dans son environnement, il a été déplacé, et s'il n'a pas explosé là, il y a de grandes chances qu'il n'explose pas de lui-même. Et qu'il faudra qu'on l'aide un petit peu, ce qu'on fait généralement très bien, pour pouvoir le faire exploser. Donc, une fois qu'il est en surface, on le déplace. Bon, il y a quelques manips, je vous passe les détails. Ceux qui s'intéressent, je les invite à devenir plongeurs des mineurs, et puis ils sauront exactement comment faire. On déplace l'engin, on l'emmène au large sur un point qui a été identifié par la préfecture maritime, loin de tous les dangers. On prévient les navigateurs qui passent au large, on prévient les plongeurs. On a un système de sécurité qui passe. On prévient aussi nos petits amis et camarades du monde sous-marin. Donc, on fait de l'effarouchement. L'idée, c'est de ne pas polluer ni la faune ni la flore avec notre explosion. Je pensais que vous parliez de sous-marins. Non, vous parlez de poissons. Je parle de la vie précieuse qui est sous le dioptre de la mer. Oui. Voilà. C'est cette vie-là que je chéris à chaque fois que je vais sous l'eau, quoi. Et non, on essaye de... Non, les sous-marins, ils sont avertis par la préfecture maritime. Donc, et tout ce qu'on appelle Avurnav, et donc d'avis aux navigateurs, ils en sont aussi informés. Et c'est d'ailleurs un choix qui est fait par le préfet maritime, qui a aussi la situation sous-marine dans ses tiroirs, et donc qui sait exactement où nous emmener. Non, je parlais vraiment de notions d'effarouchement, surtout de nos cétacés dans les zones à proximité des zones pélagiques et des zones Natura 2000 comme on a ici. Voilà, l'idée, c'est de vraiment préserver la faune et la flore de nos explosions, parce qu'elles peuvent être importantes, quoi. Voilà comment on intervient. Une fois que... Enfin, là, je vous ai juste parlé de déplacement. En général, on met un peu d'explosif au contact de l'engin, et on va mettre des détonateurs sur cette masse explosive, et on met à feu à distance toujours. Et puis on a ce qu'on voit souvent sur les vidéos, une belle gerbe, puisque on a l'engin qui est à peu près entre 10 et 20 mètres de fond, enfin plutôt 15 mètres à 15 mètres de fond, en dessous de 12 mètres. Voilà, ça crée une gerbe en surface, qui est toujours un petit moment sympa pour les plongeurs des mineurs. Signe que la mission est terminée. Voilà. Et ça, c'est la mission AEM sur les engins historiques. Ensuite, il y a les engins nouveaux. Et là, c'est une vraie action militaire de conflit. Et donc là, on est face à un engin, soit on le connaît, on a du renseignement dessus, soit on n'en a pas. Et donc, si on en a, et tout dépend de l'action, soit on veut neutraliser parce qu'on veut préserver une infrastructure, soit on veut juste passer, et à ce moment-là, on peut contre-miner. Et donc, on fait exactement ça. On place une charge à proximité, on s'éloigne, et puis on met à feu, et puis on continue notre passage. Soit il faut neutraliser, et là, c'est une autre procédure, des procédures qui sont très fines. En gros, on va venir faire ce que le temps a fait pour les mines historiques, mais on va le faire très très vite. C'est-à-dire, on va essayer de neutraliser tout ce qui est système de mise de feu pour pouvoir déplacer cet engin explosif et le faire exploser plus loin, quoi. Et pour neutraliser tous les systèmes de mise de feu, on a quelques techniques. Ça, je me doute qu'on ne rentrera pas dans les détails. Mais en revanche, là, pour le coup, cette neutralisation, elle implique qu'il y ait une personne qui aille agir sur l'objet ? Oui, exactement comme un déminage terrestre. D'ailleurs, les plongeurs démineurs de la Marine nationale sont les seuls
à être capable d'intervenir sur des mines marines sous l'eau. Et on a exactement les mêmes compétences par contre que nos camarades de l'armée de terre, de l'armée de l'air, pour intervenir sur des munitions et des colis piégés en surface. Et comment est-ce que ça se fait que vous n'ayez pas encore des petits robots qui vont au fond et qui font le boulot pour vous, pour être sûr qu'on n'ait pas de problème? On n'y est pas encore? Alors, on y arrive, on n'y est pas encore, et moi j'ai une grande confiance et je crois beaucoup en robots, mais juste pour travailler plus et plus vite, en fait. Mais je ne crois pas en tout robot, et comme je ne crois pas qu'en restant sur nos gardes vis-à-vis de la technologie et des avancées technologiques, on soit dans le progrès. Dans le progrès, ou en tous les cas dans la performance. Parce que le progrès, c'est quelque chose qui est un peu plus grand. C'est pas tellement être dans la progression, mais moi j'ai un souci de performance aujourd'hui. Et si on considère que l'on doit rester tel que l'on a fait jusqu'à présent, bah, ça veut dire qu'on est immobile et que le monde avance et en fait on prend du retard. Donc je ne crois pas à ça. Je crois que le plongeur des mineurs a toute sa place dans l'intervention sur les munitions. Je crois que le drone a toute sa place. Je crois que le robot d'intervention a toute sa place. Mais je crois que chacun la sienne et on gagnera du temps. Aujourd'hui, grâce aux drones sous-marins, par exemple, on peut, dans le même temps de mission, couvrir 2 fois, voire 3, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais 2 fois plus de superficie. Et donc d'offrir des solutions, typiquement pour un débarquement, puisqu'avant un débarquement, il faut bien sécuriser les zones de débarquement, et ben, offrir des solutions au commandement tactique et opérationnel qui sont beaucoup plus importantes qu'avant. Donc tout ça, c'est du gain. Donc moi, je suis tout à fait confiant. Mais il y aura, comme je vous l'ai dit, il y a l'identification. Aujourd'hui, on est sur l'intelligence artificielle. Pour faire de la classification, je pense que c'est possible. Pour faire de l'identification, ça demande encore beaucoup d'apprentissage pour nos IA, et donc on aura toujours besoin de l'homme. Il faut juste que le PLD soit prêt à se réinventer dans ses missions, quoi. PLD qui veut dire? Plongeur des mineurs. Juste, et on ne va pas s'éterniser sur la question, mais quand vous êtes face à un objet que vous ne connaissez pas, alors j'imagine que vous avez des procédures pareilles, vous ne pouvez pas tout dire, mais comment est-ce qu'on approche une mine où on se dit « Ah, celle-là, elle n'est pas dans nos bouquins ». On ne sait pas exactement comment ça marche. Alors, dans un premier temps, si on a la chance de l'observer, ça veut dire qu'on est assez prêt pour prendre des photos ou en tous les cas, faire du renseignement dessus. Et là, on se tourne vers nos camarades de la DRM, donc la direction du renseignement militaire, de notre échelon Munex chez Alphand comme FR Marfort. Donc, c'est la partie guerre des mines de la force de réaction rapide de la force d'action navale, qui a une cellule Munex et qui a aussi du renseignement sur les mines dans les conflits actuels. Et donc, quand on trouve une mine manufacturée, en fait, elle a été fabriquée quelque part. Donc, il y a peut-être du rance qui existe. Voilà. Quand on est face à un colis, enfin, un engin explosif improvisé maritime, et ben là, on agit exactement comme sur un colis piégé qu'on pourrait trouver dans une gare. Donc on s'approche, on va essayer d'identifier, éventuellement faire une radio, et puis neutraliser comme on le peut son système de mise de feu. Et pour ça, généralement, on utilise l'eau sous pression. Je sais que ça peut être curieux, mais c'est un secret pour personne. On utilise préférentiellement l'eau sous pression pour neutraliser les engins explosifs improvisés. Est-ce qu'il existe, c'est un peu une question bonus, des dauphins militaires comme on a des chiens à terre? Alors moi, j'ai commencé ma carrière comme maître chien chez les fusiliers marins. Donc j'ai une grande affection pour les chiens militaires, pour leur travail. Et en fait, le chien militaire le fait en libre consentement parce que c'est un instinct grégaire de l'homme. Et que quand il évolue, il évolue jamais seul. Il évolue souvent dans un groupe militaire avec son maître. Et si le chien est exposé, le maître aussi. Le concept du dauphin militaire tel que ça n'existe pas dans la marine française, et c'est quelque chose pour lequel je ne suis pas tout à fait convaincu de l'efficacité. Il est clair qu'il y a des résultats, de la pertinence un peu moins. Le dauphin pour moi est un animal sauvage qui doit rester dans son milieu et qui n'a pas encore été apprivoisé ou en tous les cas domestiqué. Et donc je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des animaux quand on a des drones pour faire le travail, en fait.
C'est quoi votre record de profondeur de plongée Personnel. Ou enfin, que vous avez le droit de dire. Au commando Hubert, il disait Joker quand ils n'avaient pas envie. Si vous cherchez le mot. Moi je sais pourquoi ils disent ça, mais notamment pour la profondeur. Moi, j'ai pas de souci, c'est 113 mètres, mais c'est une plongée un peu particulière. En fait. Parce que dans ma présentation tout à l'heure, bien sûr, j'ai été rapide. J'ai été formé lors de mon passage au centre expert plongée humaine et intervention sous la mer, puisque j'ai été affecté au centre expert pendant 2 ans. J'ai été en charge de revoir un petit peu la doctrine d'emploi du caisson hyperbar 500 mètres qui nous permet de faire tous les tests de matériel de plongée militaire. Alors je vous fais juste une petite pause. Oui. Pour ma mère qui écoute, hyperbar. On met de la pression dans une enceinte fermée et donc ça simule l'augmentation de pression, donc hyper, et bar, c'est l'unité de pression comme les millibars pour la météo, c'est la même. Donc ça permet de répliquer à la surface des pressions qui se passent 10 mètres, 50 mètres sous l'eau. Et donc cette technologie de plongée, on peut aussi dedans étudier ce qu'on appelle la plongée par système en saturation. Alors qu'est-ce que c'est que la plongée en saturation? Ça devient un peu technique, je suis désolé, mais la plongée en saturation par rapport à la plongée autonome d'incursion, la plongée loisir telle que tout le monde la connaît, qu'elle soit au recycleur ou au circuit ouvert, c'est ce qu'on appelle de la plongée d'incursion. C'est-à-dire qu'en gros, vous descendez, vous avez un temps profondeur, je schématise, et votre profil de remontée est lié au temps que vous avez passé et à la profondeur que vous avez atteinte. Et vous faites votre remontée avec des paliers successifs en fonction de ces 2 paramètres-là. Avec les ordinateurs de plongée, ça se fait tout seul. Mais en gros, c'est ça, c'est la plongée d'incursion. La plongée de saturation, c'est un système de plongée où vous allez être saturé dans le gaz diluant dans lequel vous êtes. L'air que l'on respire, il y a un gaz qui est utile, c'est l'oxygène, et il y a un gaz diluant dans l'air, c'est l'azote. L'azote est un diluant de l'oxygène et donc va permettre de transporter cet oxygène dans vos poumons. Si vous respirez de l'oxygène pur tout le temps, vous allez brûler vos poumons parce que c'est un oxydant fort. D'accord ? Donc, il faut des diluants pour transporter cet oxygène. Et quand on fait de la plongée, qu'elle soit d'incursion ou en saturation, vous avez besoin d'un diluant. Quand c'est une plongée à saturation qui est en cours, à ce moment-là, votre organisme est complètement saturé de ce gaz diluant. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de souci pour le temps, en fait. Ce qui va compter, c'est la profondeur que vous avez atteinte. Et le profil de remontée sera uniquement lié à la profondeur que vous avez atteinte. Alors cette plongée à saturation, elle est utilisée encore aujourd'hui sur les plateformes pétrolières. Ça permet aux intervenants des plateformes pétrolières d'être comprimés à, imaginons, l'équivalent de 100 mètres de profondeur en surface. Donc ils sont dans un caisson au sec. Et lorsqu'ils doivent aller travailler, ils passent par un sas, ils rentrent dans une petite bulle qui est accrochée à un câble et qui va amener cette bulle à 100 mètres de profondeur. À 100 mètres de profondeur, vous avez équipression entre l'eau et la petite sphère. La porte va s'ouvrir et là, vous allez pouvoir sortir avec votre équipement de plongée, donc qui est généralement un gros casque avec un câble, et pouvoir intervenir, faire de la soudure, vérifier des pipelines, vérifier tout un tas de structures. Vous avez le droit de travailler 8 heures comme ça dans le civil, mais 8 heures, vous faites 8 heures de plongée, vous revenez en surface et vous pouvez rester 3 semaines, 6 semaines dans cette enceinte hyperbare. Vous êtes nourri depuis l'extérieur, vous êtes diverti depuis l'extérieur, et puis vous avez les douches, bien sûr, à l'intérieur et les toilettes. Donc pour m'occuper du centre hyperbare de la marine, pour revenir à votre question, j'ai été formé à la plongée en saturation, parce que pour s'occuper d'un centre hyperbare, il faut être formé à la plongée à saturation. Et cette formation-là, je l'ai suivie à l'Institut national de la plongée professionnelle à Marseille, qui dispose d'une barge avec un centre hyperbare de plongée à saturation. Et on a plongé pour ma plongée de formation et de validation de mon certificat à 113 mètres de profondeur au large de Marseille, sur les petites îles du Frioul. Et si j'ai bien suivi, vous avez été déposé à 113 mètres. Oui, en fait, je vivais depuis 3 jours, depuis 2 jours dans ce centre hyperbare qui est posé sur une barge. Donc, on est au sec, on regarde la télé, on joue aux cartes, on mange. On se déplace avec la barge sur le lieu de plongée. Là, on rentre dans une bulle. On s'équipe avec notre combinaison de plongée, un casque dans lequel il y a les communications et le gaz qui va arriver. La sphère descend à 100 mètres, en fait. Et il y a toujours un petit delta. On descend avec notre équipement pieds lourds. Donc, c'est vraiment les plongeurs tels qu'on les connaît, avec un gros scaphandre, des pieds lourds, une combinaison, un ombilical qui part.
Et là, je me suis déhalé jusqu'à 13 mètres de fond. J'ai fait un tour, j'ai vérifié, j'ai fait des canons conformes, plus d'eau chaude dans la combinaison, puisque les combinaisons sont chauffées à cette profondeur-là, parce que l'eau est très froide. Donc plus d'eau chaude dans la combinaison, plus d'air dans l'ombilical. Donc il faut ouvrir pour faire tout un exercice de validation. Et donc c'était ma plongée la plus profonde. Et surtout, alors moi j'ai un record à 40 mètres, désolé, je ne vais pas vous impressionner. Et en revanche, on commence à déjà avoir une luminosité relativement faible. À 100 mètres, on est dans le noir complet. Pas du tout. En fait, on a une espèce de bleu nuit, et surtout que c'était en plein jour, c'était en printemps, au large de Marseille. Et donc, en fait, on a un bleu nuit et surtout quand on lève la tête, on voit le dégradé de bleu qui va vers le bleu ciel, et on voit encore, on aperçoit des choses, quoi. Si on reprend la plongée d'incursion, est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on voit dans le club de plongée du coin et ce que vous utilisez vous, en tout cas sur le matériel pour respirer? Alors sur le matériel pour respirer, non, il n'y a pas une grande différence. La raison, elle est assez simple, c'est que le monde militaire et le monde civil sont assez liés, ne serait-ce que par les origines historiques, puisque des compagnies comme Aqualung sont des héritières de la spirotechnique qui elle-même a été développée par le commandant Cousteau, qui lui-même était un militaire. Et donc les développements militaires ont servi le civil, et les développements civils inspirent aussi des fois les militaires. Enfin, moi je suis assez curieux toujours, et notamment quand la plongée civile s'est démocratisée. Plus il y a de gens qui pratiquent la plongée, plus il y a de cerveaux qui travaillent. Et plus il y a de cerveaux qui travaillent, et plus ça intéresse aussi les compagnies, plus il y a de développements qui sont faits. Et donc, ça reste intéressant. Il faut surtout être humble vis-à-vis de tout ça. Et même question sur la pédagogie. Est-ce que la manière d'enseigner la plongée dans la Marine nationale est très différente de celle qu'on a dans une école de plongée? Alors ici, à l'école de plongée, je peux recevoir des gens qui n'ont jamais plongé. Moi, je suis capable de les faire aller à 35 mètres de profondeur en 6 semaines. Ils deviennent plongeurs autonomes à 35 mètres de profondeur en 6 semaines, mais surtout, ils peuvent mener des opérations militaires en autonomie à 35 mètres de profondeur en 6 semaines. Et en fait, c'est là la grosse différence. Quand je reçois les stagiaires, donc les primo-apprenants, au cours plongeurs de bord, qui est le cours de base, donc le cours de 6 semaines que je viens d'évoquer, pour toutes les armées. Donc moi, je forme les plongeurs de toutes les armées. Il n'y a personne qui plonge dans les armées sans être passé par l'école de plongée de la Marine nationale. Donc j'ai cette responsabilité-là de fournir aux armées, pas seulement des plongeurs, mais des opérateurs militaires subaquatiques. Et c'est là toute la différence. C'est comme prendre un billet pour New York en Airbus A320. On a fait un vol. C'est bien, on a volé au-dessus de l'Atlantique. Et puis faire le même vol, mais pour délivrer de l'armement à bord d'un Rafale, quoi. Et en fait, on a été dans un avion tous les deux, mais c'est pas du tout le même vol et c'est pas du tout la même pédagogie. Et donc, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a des gens aussi qui ont des niveaux de plongée, qui arrivent à l'école de plongée et qui échouent. Parce que la plongée ici n'est pas une fin en soi. Et donc, faire une belle plongée, c'est des fois pas suffisant. Parce que derrière, on doit délivrer une action militaire. Et ça, on forme des combattants. Et donc ça, c'est vraiment crucial dans la pédagogie. Il faut que cet aspect-là soit en prise en permanence, quelle que soit la plongée, quel que soit le moment de la journée. Et donc, ici, il n'est pas question de venir avec la combinaison sur les hanches, un petit café à la main, décroissante, se préparer son petit bloc et de discuter de sa dernière soirée. C'est ça, en termes de pédagogie, ce qui peut être différent d'un club de plongée. D'ailleurs, ici, on court quand on se déplace, j'ai vu. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est souvent pressé. Hors cadre militaire, le risque du plongeur, qu'est-ce qu'il a à craindre j'ai juste envie de dire que nous ne sommes pas des poissons. Ce qu'il a à craindre, c'est l'eau, en fait. L'eau en lui-même est en elle-même, le milieu marin est un milieu hostile. Dès que vous mettez votre nez et votre bouche dans l'eau, vous ne pouvez plus respirer. Et donc, c'est quoi les accidents majeurs auxquels vous les formez et vous prévenez le risque? En fait, tout événement qui pourrait conduire à une noyade, c'est ça un événement majeur. À partir du moment où on a un incident ou un accident de plongée, mais qui va empêcher la noyade, on est déjà dans quelque chose que l'on peut traiter. Et après,
Donc là, je parle de quoi? Je parle des intoxications au gaz en général qui vont donner des comportements, qui vont amener des troubles du comportement ou de l'inconscience. Et donc là, on a un relâchement musculaire, on peut lâcher son détendeur et on risque la noyade. Ça, c'est le premier risque, l'intoxication au gaz. On l'a aussi en plongée à l'air, puisque l'azote est un diluant, mais l'azote peut donner des effets qu'on appelle la narcose, et qui est une intoxication à l'azote, et qui donne des fois des comportements qui ne sont pas rationnels sous l'eau. Et donc, on peut lâcher son détendeur parce qu'on a soif d'air d'un seul coup. Et alors qu'on est à 20, 25 mètres, 35 mètres, 45 mètres de fond. La sensibilité à l'azote, on n'est pas tous égaux, c'est physiologique, c'est physiologie dépendant, donc c'est plongeur dépendant, donc je ne peux pas me présager en voyant quelqu'un s'il va être sensible à l'azote ou pas, c'est impossible. Donc on sensibilise nos stagiaires là-dessus. On sensibilise aussi nos stagiaires, comme c'est des primo-apprenants, sur tout ce qui est barotraumatisme. Pour plonger et pour compenser la pression extérieure, on a des cavités aériennes dans notre corps, soit les oreilles, les sinus et les poumons, pour citer les principales. Et donc, pour lutter contre cette pression qui vient agresser nos oreilles, qui vient agresser nos sinus et qui vient agresser nos poumons, il y a un certain nombre de gestes qu'il faut faire pour se prémunir des accidents barotraumatiques. Ce sont des accidents qui sont aux conséquences des fois, généralement peu graves, mais qui peuvent l'être quand même. Et donc, mais surtout qui vont entraîner une inaptitude et qui va empêcher le primo-apprenant de continuer son stage. Donc on est très prudent sur ces types d'accidents. Voilà, les deux premiers types d'accidents auxquels on va sensibiliser nos primo-apprenants, c'est les barotraumatismes, les intoxications gazeuses et notamment les effets de la narcose. Donc la noyade en premier, en tous les cas, comme point de vigilance majeur, puis les barotraumatismes, les accidents biochimiques, donc l'intoxication au gaz et les accidents de désaturation. Est-ce que vous pourriez nous partager un souvenir de mission en lien avec la plongée? Oui, alors j'en ai plusieurs, des heureux, des moins heureux, des plutôt sympathiques. Alors si vous en voulez qu'un, je vais en choisir un. Vous pouvez en partager deux. On a le temps. Il y en a un qui me tient à cœur parce que je l'ai partagé avec beaucoup de gens que je retrouve aujourd'hui. En fait, il y avait eu un crash d'hélicoptère au large du Gabon. On était en 2008 de mémoire. Et moi, j'étais au groupe de plongeurs des mineurs de la Méditerranée. Et donc, il fallait absolument... c'était un vol de Puma. Au cours de cet événement, on ne connaissait pas les causes du crash de l'hélicoptère. Donc, toute la flotte de Puma des armées était bloquée au sol, par précaution. Et donc, il fallait d'urgence aller récupérer les corps et récupérer la boîte noire de l'hélicoptère, récupérer la carlingue de l'hélicoptère pour faire les analyses, pour que le BEA des mers puisse faire son étude. Le crash a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. On a été mis en alerte le dimanche. On a colisé le lundi. On est arrivé au Gabon le mardi à minuit. On a fait la première plongée d'expertise de la zone le mercredi matin. On a mis la carlingue et toutes les pièces sur le TCD Foudre le samedi. Et j'ai réalisé, mais j'avais peur de réaliser que tous les moments exaltants de ma carrière de militaire seraient forcément liés à un moment dramatique, en fait. Et c'est là où la recherche de la mission, de l'exaltation, elle est ancrée en nous en permanence parce qu'on se forme, on s'entraîne en permanence pour ça. Mais je souhaite souvent que ça n'arrive pas, en fait. Parce que voilà, j'ai pris conscience à ce moment-là de manière très forte que, puisque j'ai été formé en 2005, c'était une de mes premières missions, j'ai pris conscience de manière très forte que chaque mission intense opérationnelle était forcément liée à quelque chose de dramatique. Et donc voilà, ça fait relativiser un peu toute la joie et je veux dire la satisfaction que l'on a de réaliser sa mission. Néanmoins, j'étais très satisfait de cette mission. Ouais. Un plus positif? Plus positif, une mission de recherche sur l'archipel de Vanikoro, où on est allé sur les traces de la Pérouse et pour retrouver son bateau, la Boussole, et donc faire des fouilles archéologiques
pendant 15 jours, plonger matin, midi et soir sur un site archéologique à retrouver des vieux mousquets, des vieilles pièces historiques d'un explorateur invétéré qui était la Pérouse. Et au milieu d'une population qui n'a très peu vu que d'occidentaux, qui vivaient de manière très locale et même en autarcie, et donc qui développaient des maladies, vraiment uniques à cette île-là, endémiques voilà, de l'île. Et donc on avait aussi un dermatologue qui était là pour étudier ce problème de peau. Enfin, là, c'était une ouverture sur le monde, d'autant que j'avais été affecté en Nouvelle-Calédonie juste avant. J'avais fait tout l'archipel des Vanuatu. C'était un retour aux sources. Et à l'époque, je n'étais pas plongeur, donc j'étais content de revenir dans le Pacifique en tant que plongeur pour pouvoir en profiter. Et ça, c'était vraiment un très, très beau souvenir. Alors, parlons maintenant de l'école de plongée que vous commandez. J'ai cru comprendre qu'il y avait 2 grandes familles de plongeurs que vous formez, les plongeurs de bord et les plongeurs d'armes. Est-ce que j'en oublie une 3e ? Et si ce n'est pas le cas, si j'ai bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ? Alexis, vous avez à peu près bon. C'est bien, vous avez bien étudié votre dossier. Merci. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école de plongée, elle a un petit côté interarmé. Et je suis responsable aussi de la formation de tous les plongeurs de l'armée de terre. Et ça, c'est une particularité puisque l'armée de terre n'a plus d'école de plongée propre. Et donc, je suis responsable aussi des formations des plongeurs de l'armée de terre, ce qu'on appelle les PAT, les plongeurs armée de terre, mais aussi les PCG, les plongeurs de combat du génie. Et donc, je suis responsable de leur formation jusqu'à leur niveau de qualification ultime, qui est le PCG. Et donc, ils passent effectivement par le plongeur de bord. Et un plongeur combat du génie n'est pas plongeur d'armes. Donc il y a effectivement des grandes catégories comme ça, la catégorie des plongeurs d'armes et la catégorie, je dirais, des plongeurs de bord et des plongeurs désarmés qui ont une spécificité particulière. Je suis aussi responsable de la formation du diplôme d'enquêteur subaquatique premier niveau de la gendarmerie nationale. C'est-à-dire que quand les gendarmes sortent de l'école de plongée, ils ont le premier niveau d'enquêteur subaquatique. Ensuite, ils vont être formés au niveau 2 à l'école de plongée de la gendarmerie à Antibes. Donc, à part ces petites particularités, effectivement, il y a 2 grandes catégories. En tous les cas, pour la marine, ça c'est certain, les plongeurs de bord et les plongeurs d'armes. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples concrets de tâches qu'effectuent les plongeurs de bord ? Oui, les plongeurs de bord, leur première mission, c'est la protection des bateaux à la mer, sur toutes les avaries et tous les risques qui sont liés aux œuvres vives. Ce qu'est les œuvres vives, c'est tout ce qu'il y a sous la ligne de flottaison. Un bateau, quand il part en mer, contrairement à une division de chars blindés, ne part pas avec son garage derrière. En fait, il est tout seul au milieu de la mer Jolie. Et s'il a quelque chose qui se prend dans ses hélices ou qui vient perturber ses crépines d'aspiration, puisqu'il y a du refroidissement des moteurs avec l'eau de mer et tout ça, le seul en capacité d'intervenir pour réparer ou faire au moins une investigation, c'est le plongeur de bord. Donc ça, c'est une des premières missions du plongeur de bord. Il a aussi une mission vraiment d'importance, c'est que nos bateaux font des escales, des fois dans des pays où l'ambiance est sécuritaire et un peu tendue. Et le plongeur de bord est là pour surveiller aussi le quai, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'engin qui soit posé à proximité du quai pour mener une action contre l'État français, donc contre le bateau et donc par déclinaison contre l'État français. C'est les 2 missions principales des plongeurs de bord, le MCO, donc le maintien en condition opérationnelle des bateaux, et la protection des infrastructures du bateau lorsqu'il est à quai. Il vérifie aussi l'ancre lorsque le bateau prend le mouillage, si le commandant n'est pas trop sûr du mouillage, et il peut participer aussi à la recherche d'hommes à la mer si jamais il y a quelqu'un qui tombe par-dessus bord. Et plongeur de bord, c'est pas son job ? Et plongeur de bord, ce n'est pas un brevet, c'est un certificat. Effectivement, il fait ça en plus de son métier à bord du bateau ou à bord de l'aéronef. Un PLH, il est avant tout de spécialité aéronautique. Et c'est pour ça qu'il est à bord d'un aéronef, c'est qu'il est capable de faire d'autres tâches dans l'hélicoptère. Comme le plongeur de bord peut être électricien, manœuvrier, navigateur ou pompier à bord du bateau. Alors que plongeur d'armes, pour le coup, c'est sa fonction principale et quasiment unique.
Pour les plongeurs d'armes, oui, pour les plongeurs des mineurs, un brevet. Pour les nageurs de combat, ils sont plongeurs d'armes. Mais c'est un peu particulier. Le nageur de combat est aussi un certificat, comme le commando. Ils sont de spécialité, en principe, un DIF. Mais chez les nageurs de combat, ils seront essentiellement de spécialité fusilier. Et donc, ils sont affectés dans une unité spécifique qui est le commando Hubert. Et donc, on considère que même si ce n'est qu'un certificat, ça devient leur spécialité de facto parce qu'ils sont essentiellement employés dans cette unité. Et donc, ici, vous recevez combien d'élèves par an, tout confondu? Alors, tout confondu, sachant qu'on a des stages qui durent de 2 jours à 10 mois. Donc, l'offre de stage, c'est environ 45 stages que l'on propose aux armées ici à l'école de plongée. Et on reçoit entre 500 et 600 stagiaires par an. Sachant que on vise plutôt 500 nouveaux parce qu'on peut compter 600, mais souvent des gens viennent pour le plongeur de bord une année, enfin dans l'année, en début d'année, et peuvent revenir pour un cours plongeur de bord ou un cours plongeur d'armes dans la même année. Donc on les compte 2 fois, donc si on les compte 2 fois c'est 600, si on les compte qu'une fois c'est 500. Si on prend la spécialité de démineur, si demain j'avais pas de limite, enfin pas de limite d'âge, j'étais quelqu'un qui est le plus jeune possible et que je veux être plongeur démineur, quel est mon parcours en partant de je ne suis pas dans la marine nationale? Alors en partant je ne suis pas dans la marine nationale et je veux être plongeur des mineurs, tous les champs sont possibles, tout est ouvert parce qu'il y a énormément de voies d'accès en fonction de son appétence déjà pour la vie militaire. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes avant d'être plongeur des mineurs, un plongeur des mineurs c'est d'abord un militaire, ensuite c'est un marin et enfin c'est un plongeur des mineurs. Je le dis parce qu'on a des voies d'accès directes depuis le monde civil jusqu'à la spécialité de plongeur des mineurs. Et en 1 an, pratiquement 1 an et demi, vous pouvez être plongeur des mineurs. À quel âge? À partir de 18 ans, parce que aux mineurs, on ne peut pas appliquer la pédagogie du cours plongeur des mineurs à des mineurs. Donc, c'est un peu bizarre comme phrase. Il y a trop de mineurs dans l'histoire, mais on vous a compris. Oui, alors il faut être majeur. Être majeur pour pouvoir suivre le cours, c'est beaucoup plus simple. Alors, je suis un mineur, je suis un civil, pardon, et je veux faire plongeur des mineurs, je vais dans mon CIRFA et puis je viens avec mon bagage scolaire. Donc en fonction du bagage scolaire, déjà, on pourra prévoir un niveau de recrutement, soit un niveau de recrutement chez les matelots, QMF, quartier maître et marin de la flotte, soit mestrancier, donc c'est déjà des niveaux de responsabilité de sous-officiers, donc de cadres moyens. Et donc c'est plus intéressant, mais c'est aussi ouvert à ceux qui ont un parcours scolaire plus important, mais sans bagage scolaire long, et on peut se présenter pour être sélectionné en tant que QMF, plongeur des mineurs. Et là, c'est assez simple. Vous venez ici, une fois que vous êtes repéré par votre CIRFA de région, le dossier est proposé à la direction du personnel militaire. Et ce dossier nous arrive ici à l'école de plongée. On va organiser une semaine ou 2 semaines, en fonction du nombre de candidatures, de sélection. Et sur une semaine, on va évaluer les candidats qui nous sont adressés par les CIRFA. Donc là, on a un certain nombre de filtres qui nous sont propres. Et ça va des capacités physiques, donc savoir faire, capacité physique, mais aussi savoir-être, comportement dans le groupe, comportement individuel, comportement vis-à-vis de l'enceinte militaire, des entretiens psychologiques pour connaître aussi un peu le fondement et les motivations, et un certain critère qui est quand même assez primordial pour nous, c'est une attraction pour l'eau, quoi. Et donc, la semaine se passe souvent en ambiance humide, quoi. Il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui arrivent en disant je ne m'attendais pas à plonger. On serait surpris des fois. Mais même chez des militaires qui viennent ici. Et donc, ils viennent une semaine de sélection. Et là, c'est vrai pour à la fois les QMF et les mestranciers, et donc qui arrivent des CIRFA. Et ça, c'est un recrutement direct. Donc, en gros, on fait les sélections en avril. La personne, si elle est sélectionnée, elle va faire une formation initiale ici au PM. Ensuite, elle revient chez nous pour faire le cours plongeur de bord 6 semaines. Et l'année d'après, si jamais c'est entre septembre et juin qu'elle fait son cours plongeur de bord, elle se présente aux sélections plongeur des mineurs. Et si elle est retenue aux sélections plongeur des mineurs, elle se présente au cours des mineurs. On a à peu près le même type de filière, mais c'est avec une
une mention complémentaire, opérateur d'intervention sous-marine, qui se fait avec le lycée Simone Veil de la ville de Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne. Donc cette mention complémentaire, c'est une mention complémentaire post-bac qui, pendant 1 an, va préparer les jeunes au métier de plongeur de bord et, on l'espère, de plongeur des mineurs. Donc ça, c'est les 3 filières directes. Et ensuite, si on veut d'abord savoir ce que c'est que la marine, on peut aussi s'engager dans n'importe quelle spécialité de la marine et au bout d'un certain temps, se présenter au BAT plongeur des mineurs. Mais pour ça, il faut d'abord se présenter au plongeur de bord qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, le diplôme nécessaire pour faire toute activité militaire subaquatique dans les armées. Donc si vous n'avez pas le plongeur de bord, vous ne pouvez pas être nageur de combat, vous ne pouvez pas être plongeur des mineurs, vous ne pouvez pas être plongeur d'hélicoptère, vous ne pouvez pas être plongeur enquêteur subaquatique de la gendarmerie, vous ne pouvez pas être plongeur sauveteur des sapeurs-pompiers de Paris, et vous ne pouvez pas être plongeur combat du génie. Il faut être plongeur de bord. Est-ce que ce que vous dites, je vais sortir un tout petit peu de la plongée, c'est valable pour... donc je découvre un peu la Marine nationale en profondeur depuis le documentaire que j'ai fait au commando Hubert, justement. Est-ce que c'est valable pour beaucoup de spécialités dans la marine? C'est-à-dire qu'on pourrait dire, bah, finalement, enfin pas finalement, mais tiens, il y a telle spécialité qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a ce système un petit peu de ramification pour beaucoup de choses dans la marine? En fait, c'est le cas pour toute la marine, en fait. L'exception, c'était les plongeurs des mineurs avant. Avant, la spécialité de plongeur des mineurs n'était accessible que pour les marins qui avaient déjà un brevet d'aptitude technique dans une autre spécialité. Il n'y a que depuis une dizaine, 12-13 ans, où l'accès direct à la spécialité de plongeur des mineurs a été ouvert depuis le monde civil. Mais avant ça, on ne pouvait pas être plongeur des mineurs si on n'avait pas la spécialité de mécanicien, d'électricien, de navigateur timonier ou de manœuvrier. Il fallait faire d'abord une carrière comme manœuvrier, navigateur timonier, pour pouvoir prétendre à un changement de brevet d'aptitude technique, à un changement de spécialité pour devenir plongeur des mineurs. Et ça fait toujours, et c'est pour ça que notre recrutement, nous, il est 50-50. On essaye de veiller à cet équilibre-là. Pourquoi ? Parce que cet aspect hétérogène de la provenance de nos personnels, c'est ce qui fait notre force. Parce que ça donne beaucoup de polyvalence à nos plongeurs des mineurs. Parce que dans un groupe de plongeurs des mineurs, il y a toujours quelqu'un qui a été mécanicien, quelqu'un qui a été électricien, quelqu'un qui a été navigateur, quelqu'un qui a été manœuvrier, et qui a toujours son expérience à mettre au profit de la mission. Mais son expérience en dehors de la partie plongeur des mineurs qui est commune à tous. Et donc, on agrège comme ça toutes les compétences, et donc ça fait notre force. Donc, il fallait avoir un objectif de jeunesse, donc aller recruter directement depuis le civil des jeunes pour pouvoir capitaliser sur cette formation longue, puisque plongeur des mineurs, c'est 10 mois de formation brevet d'aptitude technique sur le long terme, mais aussi bénéficier de l'expérience d'autres marins. Donc on a un recrutement à 50-50. Est-ce que vous pouvez juste me donner en quelques mots les qualités requises pour rentrer ou pour prétendre rentrer et devenir plongeur des mineurs? La première qui est essentielle, à partir du moment où on a passé ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'envie d'être militaire et marin, parce que ça demande déjà énormément de qualités. Et si déjà on développe toutes ces qualités-là pour être militaire et marin, je pense qu'on a à peu près toutes les qualités pour être plongeur des mineurs. Mais en plus, pour être plongeur des mineurs, ce qu'il faut, c'est aimer l'eau. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Il faut vraiment faire de cet élément un deuxième chez soi, quoi. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui ne soit pas une contrainte, et que ce ne soit pas une contrainte été comme hiver, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'on ait de la visibilité ou pas. Il faut qu'on se sente sous l'eau comme chez soi. C'est une des vraiment principales qualités. Il faut vraiment apprécier être dans le milieu sous-marin. Parce que quand on est à 80 mètres de fond en train de faire une action de déminage et qu'il reste 80 mètres à remonter, il faut qu'on se sente à l'aise et en sécurité. Et donc il faut qu'on se sente un peu pris en charge par cet élément parce qu'elle nous vaut du bien, quoi. Mais ça, on ne peut pas le savoir en avance de phase. Non, mais c'est pour ça que notre cours dure 10 mois. Parce que ça s'éprouve sur la durée, en fait. Et c'est pour ça qu'on passe aussi par le plongeur de bord qui va nous permettre aussi de détecter cette aquaticité, comme on dit, et donc de développer cette appétence pour le monde sous-marin. Ça, c'est l'une des premières qualités. Et
La deuxième qualité, c'est vraiment la rigueur. La rigueur parce qu'il n'y a pas de procédures qui doivent être appliquées avec légèreté dans le monde du déminage et de la plongée. Moi, je suis assez fervent de la maîtrise complète du règlement pour être capable d'avoir une lumière qui s'allume dans notre tête au moment où on franchit la ligne rouge, pas pour nous empêcher d'agir si la nécessité le fait loi. En gros, si on a besoin de passer outre pour la mission, mais au moins d'être capable de dire, là, je sors de mon cadre habituel, ça veut dire qu'il faut que je prenne en compte cet élément-là et que je prenne des mesures conservatoires, qu'on réfléchisse avant. Voilà. Et donc cette lumière-là, elle ne s'acquiert qu'en appliquant rigoureusement nos procédures et nos règlements. Donc la deuxième qualité, c'est la rigueur. La troisième qualité qu'il faut développer vraiment par rapport, je dirais, à un autre militaire et un marin, c'est être capable d'être polyvalent et autonome et de s'engager fortement avec une forte résistance physique. Donc tout ça, c'est un peu... c'est une qualité en plusieurs mots, mais je dirais que c'est le dépassement de soi. Parce qu'il faut à un moment donné aller chercher des ressources qui vont un petit peu au-delà de ce que l'on peut trouver dans une ambiance, et même si c'est de moins en moins vrai avec le contexte international actuel, à bord d'un bateau où on est dans une enceinte quand même protégée, là on est face au danger directement sans intermédiaire. Vous avez parlé de valeurs et d'esprit. Moi, ce que je remarque, et donc là on l'a vécu pendant 2 jours pendant le tournage avec les matelots mécaniciens et la sécurité sur les navires, ce qui me frappe, c'est que chez vous, donc dans la Marine nationale au sens global, il y a un esprit qui est le même partout. Et je le caractériserais par le fait que les gens se donnent à fond. Et pas que dans les forces spéciales, au commando Hubert par exemple. Et j'ai passé plus de 12 ans dans des entreprises classiques, grands groupes, etc. Vous arrivez à créer un esprit et faire en sorte que tout le monde soit à 120% avec le sourire, que j'ai jamais vu nulle part. Et du coup, ma question, c'est, à votre avis, comment est-ce qu'on fait pour qu'autant de personnes soient dans la même direction, avec le même état d'esprit? Il y a combien de personnes à la Marine nationale? 45 000, à peu près. Une petite PME du coin, quoi. Voilà. Je ne sais pas comment on fait. Je crois que, par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a quelque chose qui nous rassemble. C'est l'envie de servir et de vivre des moments extraordinaires. Et les vieilles affiches de recrutement de la marine, venez dans la marine, vous verrez du pays et vous apprendrez un métier. Mais je pense que ce slogan, il est toujours valable. C'est vraiment ça. Si vous voulez donner du sens à votre passage sur Terre, j'ai envie de dire, rentrez dans la marine parce que vous allez être à la fois en communication avec un élément qui couvre plus de 75% de notre planète. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc vous apprenez à connaître cet élément, à le respecter. Et c'est un peu ce qu'on partage, je dirais, avec les gens de mer. Alors peut-être aller vous balader auprès des marins pêcheurs. Et ce qui transpire entre nous, c'est l'esprit d'équipage. C'est de savoir qu'à un moment donné, on va être isolé au milieu de nulle part. Et quelles que soient les qualités et les forces de chacun, il faudra qu'on forme un équipage. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à développer la connaissance de l'autre, à savoir interagir avec l'autre, savoir que lui est capable de faire cette chose-là. Et donc, il faut lui confier, et les yeux fermés. Mais par contre, il faut accepter aussi de lui dire que ce qu'il est en train de faire, c'est pas fait pour lui parce que ça ne correspond pas à cette force et qu'il ne travaille pas pour l'équipage. Il faut accepter de valoriser chaque action parce qu'elle est essentielle au milieu de nulle part. Et je pense que c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et donc, cette valorisation du marin au sein de l'équipage, je pense que ça se fait de manière innée. Donc, je n'ai pas la recette. Je pense qu'il faut juste le vivre. Est-ce que vous avez un mot que vous voulez ajouter en cette fin d'interview? Ça y est, on arrive au bout. Bah oui, j'ai un petit mot.
J'ai eu avec beaucoup d'étonnement votre proposition, Alexis, votre proposition d'interview sur l'école de plongée. Alors je vais raconter la vérité. La proposition, c'était de faire un documentaire sur l'école de plongée. J'ai sorti mon PE 40, donc plongée encadrée à 40 mètres, et on m'a dit, t'es gentil, mais ton truc, s'il n'a pas été tamponné chez nous, on t'emmène pas sous l'eau. Vos questions, elles sont pertinentes parce qu'elles me permettent de dire vraiment de manière ouverte et sincère des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire parce que peut-être un peu de pudeur ou je ne sais pas. Mais voilà, je vous remercie vraiment pour cette interview en tous les cas. Je vous remercie de me remercier et puis c'est tout l'honneur et le plaisir est pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un justement, ouvrons la porte, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez entendre sur ce podcast? De chez vous bien sûr. Et j'ai commencé dans la Marine nationale en tant que maître chien chez les fusiliers marins. Et j'ai un très bon camarade qui a fait toute sa carrière chez les maîtres chiens de la Marine nationale et qui aujourd'hui est un référent en termes de dressage de chiens et qui a lui aussi parcouru beaucoup de bases marines dans le monde. Et c'est un passionné. Et c'est un passionné de ses chiens mais aussi de la marine et de l'armée. Donc s'il veut bien se prêter au jeu, je ne le forcerai pas, mais je vous donnerai son nom. Eh bien, avec grand plaisir. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran parce que vous allez découvrir l'interview du commandant du commando Hubert. Il nous partage ses souvenirs de mission au sein des forces spéciales.